Bien, donc moi je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, faire un petit tour dans l'actualité des expositions, pas forcément l'actualité de l'art, mais l'actualité des expositions pour aborder cette question d'art and craft aujourd'hui. Le point de départ que je vais prendre, c'est l'exposition Pattern, Decoration and Crime qui est actuellement au MAMCO à Genève. Le crime étant un jeu de mots par rapport au livre d'Adolf Loos, qui est une critique de la décoration, du décoratif, qui était présent dans l'Art Nouveau, qui est présente chez Art and Craft, donc à une dimension un petit peu ironique ici, et nous renvoie finalement à un débat entre une opposition entre la valorisation de l'ornement en lien avec l'artisanat qui est présent chez Art and Craft, et de l'autre côté, le design moderniste qui, pour le dire simplement, hein, mais c'est quand même ces questions-là qui sont aussi derrière, le design moderniste qui revendique une épure de la forme par rapport à sa fonction, comme vous le savez, et donc va bannir l'ornement et va aussi revendiquer le lien avec l'industrie par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, Pattern and Decoration, c'est un mouvement américain qui apparaît sur la scène de l'art au milieu des années 70. Il va y avoir un certain nombre d'expositions de ce mouvement jusqu'au milieu des années 80. C'est un mouvement qui donc a été montré, vu, surtout sur la scène américaine, mais enfin qui a ensuite été relativement oublié et qui est plutôt méconnu en France. Donc cette exposition, elle était intéressante, elle faisait déjà symptôme d'une certaine manière, elle est actuellement hein, au MAMCO à Genève, elle faisait d'une certaine manière symptôme d'un changement de focale, changement d'intérêt, qui vient se porter donc sur ce mouvement qui revendique, je vais en parler après par la suite, qui revendique ce lien, cette union entre art et art décoratif d'une certaine façon. D'autant plus que ce n'est pas un événement isolé, vous avez toute une série d'expositions, vous en avez une actuellement à Aix-la-Chapelle sur ce mouvement. C'est une exposition qui ira ensuite à Vienne. Il y a eu une exposition à New York d'hommage à Myriam Schapiro. Myriam Schapiro étant une des personnalités du mouvement Pattern and Decoration, et qui associe donc l'œuvre de Myriam Schapiro à des jeunes artistes contemporains américains. Et on en vient à ce qui motive finalement cette redécouverte du groupe Pattern and Decoration, c'est l'observation dans l'art contemporain de pratiques qui vont convoquer également le décoratif et l'artisanat, et qui finalement relancent cette question du lien entre art et artisanat, et en anglais, pour reprendre les termes qu'on utilise depuis ce matin, art and craft. Et c'est quelque chose qui était également présent dans la tête des organisateurs de l'exposition du MAMCO, c'est-à-dire cette observation d'une scène contemporaine où il y a ce lien, où il y a cette présence de l'artisanat qui avait motivé leur désir de faire cette exposition sur Pattern and Decoration. Alors, Pattern and Decoration, maintenant, pour en venir à ce mouvement lui-même, c'est un rapprochement d'artistes qui se connaissent, qui échangent, qui discutent et qui sont conscients donc de partager une même orientation de leur démarche qui puise dans le champ des arts décoratifs. Alors, les œuvres qui vont être associées dans ce mouvement expriment un renversement des hiérarchies, de ce qu'on appelle le high and low, mais un renversement qui ne se fait pas en intégrant les masses médias, comme le fait le pop art quelques années auparavant, mais en indexant les peintures, puisque les réalisations se situent pour la quasi-totalité dans le champ de la peinture, mais en indexant
la peinture aux diverses traditions de l'ornement et de l'artisanat. Les artistes adoptent ainsi une position antiformaliste. Robert Zakanich, qui est un des artistes du groupe, dont vous voyez une peinture sur la gauche de la photo. Robert Zakanich, c'est quelqu'un qui est d'abord dans le champ d'une abstraction plutôt formelle, dans une lignée post-Greenbergienne, à la fin des années 60, et qui va avoir le sentiment d'un épuisement de cette orientation. Et il va donc s'intéresser de plus en plus aux arts décoratifs, s'intéresser et puiser dans son vécu. C'est-à-dire que dans les références qu'il va y avoir chez Zakanich, il y a une dimension biographique, une dimension liée à l'enfance, de son environnement quotidien, de la décoration traditionnelle qu'il a pu connaître. Donc il y a aussi une part affective qui vient s'ajouter ici. Et Zakanich, il expliquera justement qu'avec cette évolution, eh bien, il passe d'une approche réductive, la réduction moderniste, à une approche additive. Les artistes vont multiplier les références dans leurs œuvres en s'inspirant pêle-mêle des ornements de l'architecture, de l'art italien, du Japon, de la Chine, du Maroc. Ils vont s'intéresser aux mosaïques byzantines, mexicaines, aux tapis indiens, mexicains, aux décorations vernaculaires et qu'ils peuvent trouver dans la broderie. Ils vont aussi s'intéresser beaucoup à ces couvertures qu'on appelle des quilts et puis aux étoffes imprimées, au patchwork. Voilà, donc il y a toute cette multiplicité de références qui convoquent finalement l'ensemble des arts décoratifs. Donc là, je vais vous montrer quelques photos de l'exposition du MAMCO qui présente, avec des œuvres assez significatives, les réalisations de ce mouvement. Donc ici, vous avez une œuvre de Zakanich à gauche et une œuvre de Robert Kouchnir au centre, et puis une œuvre de Myriam Shapiro sur laquelle je reviendrai ensuite. Ici, vous voyez une œuvre de Tina Giroir, c'est l'œuvre en tissu qui est suspendue au fond, une peinture de Joyce Kozlov qu'on ne voit pas très bien, et puis des œuvres de Valérie Jodon qui ont plus clairement une référence aux arts musulmans. Dans ce renversement donc, des hiérarchies, qui est donc le fait d'intégrer ou de faire fusionner peinture et motifs des arts décoratifs, eh bien, ce renversement des hiérarchies va s'accompagner d'une critique de la domination masculine et prend une signification fortement féministe. On est dans les années 70, dans le développement du mouvement féministe. Le groupe, c'est assez remarquable, et composé à peu près d'autant d'hommes que de femmes. Enfin, il y a un certain nombre d'artistes qui sont des femmes dans le groupe, ce qui les distingue par exemple du minimalisme, et qui est légèrement antérieur, hein, mais bon, qui est quand même un groupe qui se distingue par cet aspect. Et puis, surtout, comme le mentionnait Annie tout à l'heure, le Pattern and Decoration va associer le décoratif comme expression qui est refoulée au cours de la modernité, notamment avec une critique du décoratif comme une menace pour la peinture abstraite, hein, que l'on trouve au début du XXe siècle, que l'on trouve aussi chez Greenberg ou même chez Rosenberg. Il y a toute une critique comme ça, d'une menace de l'art décoratif dans lequel l'œuvre d'art perdrait son autonomie. Le seul artiste, en fait, hein, qui, dans la première moitié du XXe siècle, l'un des seuls qui revendique pour sa peinture, pour ses tableaux,
le lien au décoratif, c'est Matisse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des porosités, hein, des artistes qui sont actifs dans le champ des arts décoratifs durant cette période, mais Matisse est celui qui le revendique pour ses tableaux même, la dimension de décoratif. En même temps, il redéfinit cette notion. Donc, pour revenir à ce que je vous racontais sur le féminisme, le décoratif comme expression refoulée de la modernité va être associé à des pratiques qui sont considérées comme mineures, qui sont renvoyées à la sphère domestique et qui sont identifiées comme féminines. Et donc il y a comme ça une sorte d'unité qui se constituerait entre la dévalorisation du décoratif et des pratiques féminines et dites féminines dans une lecture genrée. Et le Pattern and Decoration produirait un renversement et en mettant dans le champ de la peinture ou du grand art, si on veut, ces pratiques qui sont minorées, à la fois décoratives et féminines. Myriam Schapiro formera le terme de femage pour décrire son travail, qui fait fusionner le terme de collage comme introduction du réel dans l'œuvre et l'hybridation de formes qui sont issues d'œuvres anonymes de femmes. Elle va avoir toute une action, elle va faire une maison des femmes, une exposition où elle fait venir des femmes pour produire des réalisations qui sont dans le champ des pratiques traditionnelles et donc des œuvres qui sont issues de pratiques anonymes de femmes et de gestes qui sont associés à ces pratiques. Alors là, j'ai deux œuvres, mais on ne distingue pas très bien les détails de Myriam Schapiro. L'œuvre de Tina Giroir, que je vous montrais tout à l'heure, qu'on voit au fond là, de la salle, révèle aussi pleinement cette inspiration domestique. Elle est constituée d'un assemblage de tissus avec des motifs de fleurs notamment. Et en même temps, elle est suspendue dans l'espace et elle s'émancipe de formes picturales prédéfinies. Alors, le pattern, ce qu'on appelle le pattern, va déhiérarchiser la composition par la répétition également, mais il permet aussi aux artistes de se situer par-delà abstraction et figuration, comme en témoignent les œuvres de Brad Davis, qui s'inspire pour sa part des arts indiens et persans et qui associe donc ces éléments, ces motifs d'animaux aux motifs floraux. Autre aspect de l'exposition, c'est la place de l'objet qui est présent dans Pattern and Decoration, qu'on peut voir avec les œuvres de Jennifer Tchétchéré et de Betty Woodman. Donc ici, Jennifer Tchétchéré, vous voyez, c'est alors des éléments ici très traditionnels qui se réfèrent à une dimension traditionnelle. Il y a une dimension ironique aussi dans le titre qui est donné au siège que vous avez au milieu, et qui font appel à tout un travail traditionnel de décoration et d'ornement qui peut flirter avec le kitsch. Chez Betty Woodman, place de l'objet par association d'une peinture souvent très maticienne dans son utilisation de la couleur et qui est associée à des céramiques et donc qui relie l'objet et la peinture. Alors, l'exposition du MAMCO propose des rapprochements avec des artistes de la même période qui n'étaient pas intégrés dans le groupe Pattern and Decoration, et elle ouvre un peu plus le spectre, elle ouvre aussi à une relecture de certaines pratiques en mettant en exergue la dimension décorative ou la relation à l'objet ou à l'artisanat qu'elle pouvait avoir. Une de ces artistes, c'est Linda Benglis,
qui est a priori pas associé à Pattern and Declaration, qu'on n'a pas retenu pour cela, ce n'est pas les œuvres les plus connues. Mais néanmoins, Linda Benglis, vous voyez, elle a ce type de réalisation dans les années 70, notamment des réalisations, ce nœud en céramique que vous voyez ici, qui viennent souligner donc cette relation à un fer artisanal qui est présente chez Benglis. Autre artiste qui va assez de soi, qui est intégré dans cette exposition, c'est Marc-Camille Chamowitz, qui, lui, a toujours revendique depuis les années 70 aussi ce lien au décoratif. Alors, voilà, ça c'est l'œuvre qu'il y avait au MAMCO, ce n'est pas forcément la plus parlante. Marc-Camille Chamowitz, il réalise des objets qui s'inspirent de l'histoire du design, qui mettent en relation, qui mettent ensemble, d'ailleurs, des objets qui ont qui se réfèrent à différentes périodes ou différents mouvements de l'histoire du design, et constituent ainsi des environnements dans ces expositions. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est inscrit dans le design, mais c'est quelqu'un qui a une démarche artistique qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure par cette utilisation de l'objet et qu'on pourrait peut-être vraiment aborder par ce terme de culture matérielle comme tu l'as proposé. Alors, il y a d'autres artistes qui peuvent plus interroger sur leur association. Alan Shields, c'est plus par rapport à la dimension artisanale qu'il intègre dans ses productions, aux référents, aux connotations, on peut dire, primitivistes qui sont présentes dans son œuvre. On trouve aussi une œuvre de Sam Gillian qui, pour sa part, est quelqu'un qui n'a pas du tout revendiqué cette dimension décorative dans son travail, mais plutôt une poursuite d'une histoire de la peinture, y compris de la peinture gestuelle. Alors, bien sûr, on voit on sort du tableau avec Sam Gillian, mais pour autant, cette sortie du tableau n'est pas véritablement pensée comme une entrée dans le champ du décoratif. On trouve aussi une œuvre de Simon Entaille qui, à mon avis, reste parfaitement incongrue, de relire l'œuvre d'Entaille par rapport au décoratif. Mais une autre intégration qui est faite dans cette exposition, ce sont des œuvres d'artistes de support surface, sur lesquelles je vais m'arrêter un peu parce que c'est mon domaine, mais habituel. Mais c'est assez intéressant parce que c'est pertinent déjà. On voit que l'œuvre de Kim McConnell qui est placée à côté de l'œuvre de Viala, l'œuvre de Viala qu'ils ont choisie n'est peut-être pas la plus pertinente pour ça, par contre. Mais l'œuvre de Kim McConnell a des liens assez clairs formellement avec l'œuvre de Viala. Surtout, c'est intéressant parce que support surface, comme dernière avant-garde en France, a été lu à travers l'idée de déconstruction du tableau, et a été lu sur une approche plutôt formelle de leur démarche, de questions formalistes. Et l'intégration dans cette exposition permet de relire ce mouvement à la lumière des liens qu'il y a entre leurs pratiques et des pratiques inscrites dans le champ du décoratif et de l'artisanat. J'ai fait un entretien avec Claude Viala justement par rapport à ça, et Claude Viala me parlait des œuvres que vous voyez d'ailleurs ici, notamment ce patchwork qui date de 67, donc qui date vraiment au moment où Viala met en place son système, et Viala revendique aussi cette dimension, cette inscription dans le champ du décoratif, voire le fait d'avoir un renversement de hiérarchie de la peinture, c'est-à-dire que pour lui, il y a dans le même moment, en effet, ce qu'on a appelé la déconstruction du tableau, et en même temps,
la désacralisation de la peinture par le développement d'une peinture qui peut se faire sur toute forme de tissu, et de toute forme de tissu qui ont une forte connotation anthropologique, une connotation d'usage qui vient s'associer à la peinture. Claude Viala, pour terminer sur ce sujet, Claude Viala va faire un certain nombre d'hommages à des grandes figures de la peinture et de l'histoire de l'art. Et il va, dans ces hommages, finalement, on observe qu'il fait basculer ces grandes figures de la peinture dans le champ du décoratif, une sorte de renversement. C'est valable, on peut le voir dans cette œuvre, Hommage à Monet, où, bien sûr, il y a quelque chose dans le tissu qui peut évoquer la peinture de Monet, mais vous voyez qu'en même temps, on a complètement basculé dans le décoratif au sens large. Voilà. Alors, voilà pour ce panorama, pour ce tour d'abord de l'exposition Pattern and Decoration. Anne Schwartz, qui est une historienne de l'art et qui est spécialiste de Pattern and Decoration, qui a elle-même observé qu'en ce moment, il y avait beaucoup d'expositions sur le pattern, ce qui était un fait nouveau, a récemment écrit un article où elle fait un tour des expositions new-yorkaises où elle voit une réappropriation par de jeunes artistes d'approches qui sont développées par cette génération de Pattern and Decoration. Donc elle fait aussi ce lien entre le regain d'intérêt pour Pattern and Decoration et des pratiques artistiques d'artistes plus jeunes. Elle fait l'hypothèse que, en lien avec une certaine réactivation du féminisme et avec l'idée de chercher une réponse à l'angoissante situation politique américaine, des artistes ont choisi à nouveau de répondre par l'abondance des formes, le plaisir et la séduction de l'ornement, comme l'ont fait Pattern and Decoration dans les années 70. On peut aussi penser que ce sont les institutions qui sont soudainement devenues plus attentives à ces pratiques qui avaient perduré entre les deux. Néanmoins, on voit bien qu'il y a, pour comprendre cette actualité, la nécessité d'un regard historique qui fasse dialoguer ces différentes périodes, celle de l'actualité, celle des années 70 et, j'y viendrai forcément à un moment ou à un autre, celle des Art and Craft. Pour ce qui est de l'actualité, on pourrait prendre de nombreux exemples qui nous montrent qu'il y a dans l'air du temps une affirmation de la matérialité des œuvres, le retour de la céramique, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est si présente aujourd'hui dans les manifestations d'art contemporain. On pourrait prendre des exemples des foires récentes, des biennales, et la biennale qui a été, pour moi en tout cas, tout à fait significative dans cette perspective, c'est la Biennale de Venise en 2017 avec l'exposition de l'Arsenal qui montrait un déplacement fort du regard vers des démarches qui convoquent des techniques et des matériaux en lien avec l'artisanat. Alors j'avais moi aussi mis une œuvre de Sheila Hicks, puisque l'œuvre de Sheila Hicks terminait en fait le parcours dans ce grand couloir de l'Arsenal, avec cette prolifération de boules de textile qui recouvraient le mur du fond. Et donc vous avez quelque chose qui évoque une sorte d'explosion de couleurs, une sorte de tapisserie décorative qui tendrait à envahir l'espace. Et Sheila Hicks, du coup je peux en parler brièvement, mais Sheila Hicks revendique depuis les années 60 cette dimension à la fois décorative et cette inscription dans l'histoire de l'abstraction, à la fois des références de la peinture moderniste et des références à des traditions non occidentales. Alors,
bien sûr, ce n'était pas la seule œuvre. Vous aviez aussi les œuvres de Cynthia Gutiérrez qui associent, donc vous voyez, des pierres à des tissages qui sont réalisés par des femmes mexicaines selon une technique ancestrale, une technique pré-hispanique, c'est-à-dire avant la colonisation du Mexique. Donc on est vraiment ici dans l'idée la plus de revendiquer une tradition qui perdure, qui se manifeste dans cette œuvre. Vous aviez également, je prends quelques exemples qui étaient les plus marquants, les tapis de Teresa Lanceta, qui est une artiste espagnole, qui, pour sa part, donc réalise ces tapis, où là aussi, on a parlé d'Amy Albers tout à l'heure, il y a cette histoire-là qui est présente, dans laquelle s'inscrit Teresa Lanceta, et qui vient puiser dans une histoire de l'abstraction, mais aussi dans des motifs traditionnels, notamment les motifs des tapis marocains. Autre œuvre, celle de Léonore Antunes, qui été réalisée avec notamment des ampoules en verre faites à Murano. Donc là, c'était vraiment une œuvre in situ, à la fois dans l'occupation de l'espace, mais en même temps d'inscrire cette œuvre dans une histoire de l'artisanat du lieu même où se trouve cette œuvre exposée, avec ces ateliers si célèbres de travail du verre de Murano. Autre œuvre c'était celle de Yi Suk-young. Donc Suk-young, elle utilise des fragments de poterie, une poterie traditionnelle qui est réalisée en Corée, qui produit beaucoup de casse, et elle récupère ces poteries, produit beaucoup de déchets, elle récupère ces poteries et elle les assemble dans une construction sculpturale qui, pour le coup, a une dimension assez raffinée, en même temps qu'une sorte d'étrangeté par cette multiplication de formes associées, comme ça, fusionnées les unes avec les autres. Autre œuvre, celle de Rina Banerjee. Alors là, je ne vous ai pas mis une photo de la Biennale, mais une photo de l'exposition à la Galerie Obadia qui avait lieu en septembre. Donc, Rina Banerjee, c'est une artiste hindoue qui réalise les assemblages que vous voyez ici en mêlant plumes, os, céramique, porcelaine, rebuts de plastique et objets les plus divers qui viennent se solidariser en une sorte de construction artisanale d'organismes souvent suspendus à la manière de trophées, en tout cas c'était le cas à Venise, trophées ou fétiches d'une civilisation fictive, mais qui viennent puiser dans de nombreuses références culturelles traditionnelles. Dernière œuvre que je voulais vous montrer de la Biennale, celle de Michele Ciacciofera, qui avait déposé donc, sur des vieilles tables de bois, à la manière de vestiges ou d'empreintes d'un monde imaginaire, ces céramiques, auxquelles étaient associées aussi ces grilles que vous voyez dans le fond. Vous avez ce tissage associé à des objets que l'artiste récupère. Je dis vestiges d'un monde imaginaire au sujet des céramiques, parce que les formes de ces céramiques se référaient à des cavités, étaient des empreintes de cavités, dont en Sardaigne, que la légende associe à des puissances surnaturelles. Et il y a dans les différentes pratiques que je vous ai montrées, technique ancestrale mexicaine du tissage, savoir-faire des verriers vénitiens, une manière d'associer l'artisanat à une histoire exhumée, une résurgence de formes qui convoque des références culturelles, des références populaires, voire tout un imaginaire qui est convoqué à travers ces objets. Alors, on peut être étonné
quand même, ou en tout cas noter le paradoxe, de voir dans les biennales, mais également dans les foires, qui témoignent, qui présentent la circulation illimitée de l'art sous la forme du marché, circulation illimitée dans le monde des œuvres, eh bien, de voir cet attachement à des formes traditionnelles d'artisanat et également localisées. Vous avez vu qu'à chaque fois, on fait, dans les œuvres que je vous ai montrées, on fait référence à des dimensions très locales, très particulières, que ce soit Murano pour Venise, que ce soit une poterie coréenne, un type de poterie en Corée, ou dernier exemple, cet artisanat du tissage mexicain ancestral. Alors, dans ces œuvres, il ne s'agit pas non plus simplement de conservation ou d'une simple réaction, mais d'élaborer à partir de ces marges de nouvelles formes d'action, de gestes, de création et de nouvelles formes de représentation. On peut dire que notre société ne fait ou passe son temps à transformer en faits naturels ces rapports sociaux, son devenir technologique, faits naturels, c'est-à-dire qui ne sont pas discutables, qui sont ainsi, qui seraient la logique même de l'évolution, et ce qui correspond à une forme de mythologisation. C'est ce que Roland Barthes explique, le principe dans les mythologies. La mythologie, c'est transformer des choses qui ont des causes historiques que l'on peut débattre, que l'on peut discuter, que l'on peut transformer en des faits qui ne le sont plus. Donc processus de mythologisation qui est constant dans notre société par rapport aux rapports sociaux, aux questions politiques donc en fait, et par rapport au devenir technologique. Alors ces artistes, dans les meilleurs des cas en tout cas, n'opposent pas à cela une mythologie de l'artisanat ou de la tradition, mais convoquent ces processus de production d'objets et par leur inscription dans le champ du contemporain, convoquent une part intemporelle et culturelle qui est associée à ces pratiques pour les inscrire dans des gestes de transformation, voire de transmutation matérielle et imaginaire, de produire de nouvelles formes de représentation de notre environnement ou du monde qui nous entoure, à l'encontre de la mythologie sociale et technologique qui est la plus habituelle. Faisant cela, ils se ressaisissent d'un rapport au monde sous sa forme la plus évidente et la plus simple, celle de la main qui déploie sa propre intelligence. Alors, c'est maintenant que, pour terminer, j'en viens à Art and Craft, c'est-à-dire que j'ai parlé du rapport entre art et artisanat de manière générale, mais ces questions peuvent se traduire plus précisément en étant rapportées à Art and Craft avec une majuscule, donc ce mouvement anglais du XIXe siècle dont on parle depuis le début. Faut-il voir dans les différentes pratiques que je vous ai montrées une réminiscence des enjeux qui traverse le mouvement des Art and Craft. Alors, on a bien chez Art and Craft cette unité dans la production décorative et la production de l'œuvre d'art. Et les artistes de Pattern and Decoration, dont je vous ai parlé, se sont intéressés aux réalisations d'Art and Craft, d'autant plus que Art and Craft va essaimer aux États-Unis. Alors, on a également chez Art and Craft, comme je vous le signalais tout à l'heure, on a chez Art and Craft une critique de la laideur liée au monde industriel et une critique de la falsification de l'expérience, ce que William Morris appelle l'âge de l'ersatz. Et cette falsification de l'expérience est associée à l'expansion du capitalisme. Est-ce que cette critique trouve une nouvelle actualité ?
Eh bien, là, Maurice va notamment, sans aller sur des termes trop généraux, Maurice va notamment déplorer dès le XIXe siècle le fait qu'on cesse d'utiliser ses yeux pour accueillir des impressions sensibles, tandis qu'autrefois, ceci était la principale source de la fantaisie et de l'imagination. Donc, c'est cette désensibilisation que critique Maurice, liée à ce règne de l'ersatz, et l'affirmation d'une matérialité des œuvres pourrait être comprise comme prenant au sérieux, finalement, ce que déplorait déjà Maurice à la fin du XIXe siècle. L'utopie des Art and Craft se traduit par des formes très concrètes d'organisation. Elle se matérialise dans des communautés de travail qui sont souvent en lien avec la nature, dont on pourra d'ailleurs par la suite se questionner sur ou rechercher des formes ou pas comparables aujourd'hui. Mais on peut relever que, plus généralement, l'artisanat et le décoratif sont précisément convoqués aujourd'hui parce qu'ils permettent d'indexer l'œuvre à ses relations concrètes avec le monde qui entoure l'artiste. Amy Goldin, qui était critique d'art, historienne de l'art, qui a accompagné l'émergence du mouvement Pattern and Decoration, remarque précisément: la décoration implique le réalisateur dans une relation avec le monde autour de lui qui est beaucoup plus intime et concrète que le monde spécialisé et aliéné de l'art professionnel. La décoration ne vous jette pas dans les périples de l'ego artistique ou dans les pensées scientifiques et abstraites. Plutôt que de vous voir comme un législateur ignoré du monde, vous êtes face aux besoins de votre propre environnement, aux actions de votre propre vie et aux sentiments des gens autour de vous. Votre travail est de clarifier et d'intensifier l'impact des objets et des situations qui existent déjà, qui ont déjà une signification. Alors cette phrase est très intéressante parce que on trouve formulé dans les années 70 quelque chose que l'on retrouve dans les œuvres que je vous ai montrées de la Biennale de Venise, sur cette question d'intensifier des significations et qui peut aussi faire écho à ce que tu expliquais sur les cultures matérielles et sur la manière de se saisir d'œuvres qui ont tout un ensemble déjà d'objets plutôt, qui ont tout un ensemble de connotations, mais connotations qui se trouvent retravaillées, retransformées par la démarche artistique. Et puis surtout, elle place de fait la référence au décoratif, puisque Amy Goldin, elle accompagne un mouvement artistique. Pattern Decoration reste un mouvement artistique, mais Amy Goldin, elle fait tout de suite le lien entre la volonté de sortir d'un champ clos prédéfini comme étant celui de l'art contemporain, en allant puiser, en allant se rapprocher de la référence au décoratif, comme correspondant à une volonté de relier l'art à une réalité de la vie qui entoure l'artiste ou l'artiste décorateur. Et c'est intéressant parce que dans sa phrase, elle le fait non pas sur une forme très générale, c'est-à-dire produire un art qui changerait la société de manière générale, mais elle le fait en parlant de proximité, de relations concrètes qui s'établit dans l'environnement du créateur lui-même. Pour conclure sur cette question d'art and craft, et pour finalement enfoncer le clou sur l'actualité de cette question, l'exposition du MAMCO de Pattern and Decoration était associée à une exposition d'une artiste plus jeune, relativement jeune, qui s'appelle Maytou Perret. Et dans cette exposition, on trouve une salle qui est intitulée Art and Craft. Dans cette salle figurent des tapis tissés à la main qui reprennent des motifs du Bauhaus. Je vous montre ces salles de Maytou Perret. On trouve des réalisations en céramique. On trouve des objets que Maytou Perret, par un processus de fiction, va attribuer à une communauté imaginaire de femmes parties vivre dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc, chez Maytou Perret, il n'y a pas d'union de l'art et de l'artisanat. C'est quelqu'un qui fait produire ces objets, mais il y a finalement cette convocation de la dimension artisanale qui est intégrée dans un discours assez sophistiqué de construction de l'exposition et
en utilisant la fiction. Alors, cette démarche eh bien, a pour ambition, on peut dire, ou en tout cas peut permettre de révéler une puissance symbolique des objets qui sont présentés par le rôle de la fiction, par les différents transferts qui s'opèrent. Ici, par exemple, les motifs du Bauhaus, repris à la main par des femmes aujourd'hui, l'association d'une dimension fictive par d'autres objets. Bon, ça démultiplie le champ des significations, mais ça peut aussi finalement, eh bien faire que ces objets dans l'exposition de Maïtou Perret ont tendance à se vider de leur charge sensible propre pour devenir non pas une décoration de la vie, ce qui est la revendication maticienne, qui n'ont pas pour but d'orner la vie, mais de décorer finalement l'exposition, de devenir des illustrations d'un propos qui se décline dans l'exposition et qui se clôt aussi sur le champ de l'exposition. Ce qui nous montre bien que, donc je termine par quelque chose d'assez ouvert à interprétation, et ce qui nous montre bien que cette question de l'intégration de l'artisanat est quelque chose d'assez vaste, auquel il ne peut pas y avoir de réponse absolument générale, mais des démarches qui vont de manière différente les convoquer. Et néanmoins, on peut voir qu'il y a bien dans cette dimension de relation à l'artisanat, eh bien, une volonté de sortir d'un champ qui serait prédéfini, qui est celui de l'art, pour produire aussi une forme de renouvellement des formes. Voilà, je vous remercie.